Salut à tous, bienvenue du coup dans un nouvel épisode de SaaS Maker. Je suis en compagnie du coup de Baptiste Jamin. Salut Baptiste, Salut Julien. comment tu vas? Eh ben Profite du écoute, soleil? ça va très bien, merci beaucoup, il fait beau. Écoute. Et Valérian, du coup, son associé aussi sur Crisp, qui du coup va nous faire le plaisir de parler aujourd'hui d'un sujet qui est important dans le SaaS, c'est tout ce qui est architecture back-end, les choix à faire quand on démarre un SaaS au niveau du back-end. On va parler de sécurité, on va aussi parler d'architecture. Et j'aurais commencé l'épisode justement avec une citation que j'aime bien, qui est que l'optimisation prématurée, c'est la racine de tout mal. Et Tu mets les pieds dans le plat? ouais, et du coup, je voudrais un peu avoir votre avis sur ça, en fait, peut-être on peut démarrer sur ça, sur qu'est-ce qu'il faut selon vous optimiser en début de SaaS et quand on démarre, et les choses au contraire, tu vois, en fait, que vaut mieux pas trop, enfin, on peut délayer en fait. Donc ce serait un peu de l'optimisation prématurée. En fait, ça dépend de l'ambition de ton SaaS. C'est-à-dire qu'en fait, si tu sais que la semaine suivante, tu as 50 000 personnes Il est où par ton jour. micro, là? Il est là? Ah oui, excuse-moi. Ok, excuse-moi. Et si la semaine suivante, tu as 50 000 personnes par jour sur ton SaaS, il y a peut-être le coup de se pencher à optimiser quelques trucs. Enfin, je pense qu'il y a une règle de base, et Valérian, je pense, va être d'accord, c'est que dès que tu as un bouton avec un texte libre dans lequel un utilisateur peut taper un truc, il y a un truc qui va le mal se passer à un moment, tu vois. Genre, le truc va être inséré dans une base de données, il y a un overflow qui va se passer, et un mec qui va bourriner, insérer des items 1 million de fois dans ta base, tout remplir le disque. Enfin, il y a des trucs à faire gaffe quand même. Mais après, ça sert à rien d'over-engineer aussi, tu vois. Je pense que il faut... Ça dépend du risque en fait. C'est-à-dire que si tu commences un petit SaaS et que tu as 10 utilisateurs, que t'as pas... tu commences petit, bah, il faut commencer petit. Ça sert à rien de mettre la grosse Bertha en face, quoi. En fait, je pense que c'est une pyramide des besoins. En fait, quand tu commences ton SaaS, le plus important, c'est d'avoir un produit, d'avoir quelques clients, tu vois, quelques utilisateurs. Et après, tu vois, pour optimiser les choses, pour commencer à ajouter un système de paiement, tout ça. En fait, les choses doivent se faire vraiment step by step. Il ne faut pas genre faire un plan et appliquer le plan et arriver sur le marché. Tu vois, genre c'est vraiment la pyramide des besoins. D'abord, c'est quoi? Tu dois faire un produit. Le produit doit être beau, minimal, genre MVP. Et ton but, c'est d'être ramen profitable. Si tu commences à optimiser des trucs, commencer à voir trop dans le futur, optimiser des trucs dans ton back-end, genre ça va pas le faire, quoi. Tu vas perdre trop de temps, tu seras jamais sur le marché, tu n'auras pas d'utilisateurs. Et la chose fondamentale, c'est d'avoir tes premiers utilisateurs. Parce que si c'est ce qui te fait te réveiller le matin, c'est ce qui t'excite en fait, tu vois. Mais tu vois, sans parler de back-end ni rien, moi, un truc qui m'a vachement changé à l'époque où, tu vois, quand j'étais ado, je faisais pas des SaaS encore, mais des petits logiciels comme Valérian, des petits side projects. Et moi, à l'époque, quand je commençais des softs, je commençais toujours par la page de login inscription. Ouais. C'est complètement con. Et en fait, quand je suis arrivé chez Orange, en stage, Johan, ses projets, et lui, il allait directement, tu sais, genre droit au but, directement le produit, et pour l'inscription et le login, ben, on s'en fout, on verra ça plus tard. C'est-à-dire qu'en fait, au début, tu n'as même pas de gestion de compte, tu as juste un initiateur avec un ID 1 qui est hardcodé, et puis Ouais, ça marche, quoi. ça veut dire, en fait, mon point, c'est aussi, je pense, une erreur que j'ai fait, moi, c'est que, d'ailleurs, un peu grâce à vous, c'est qu'en fait, il y a plusieurs types d'architecture. On peut aller sur du monolithe, on peut aller sur même des infrastructures avec des cloud functions, on voit ça, mais il y a aussi des microservices. Oui. Et par exemple, je pense que quand on s'attaque au début sur une architecture en microservice, il y a intérêt d'avoir de l'expérience sur le sujet parce qu'on va perdre tellement de temps. Moi, je me suis cassé la tête parce qu'en fait, c'est vraiment une autre manière de travailler. Oui. Et il vaut peut-être mieux des fois commencer avec un monolithe, voire d'ailleurs vous avez commencé avec Firebase au début. Alors, ouais, alors Crisp, je pense qu'on a eu la chance de faire les choix de microservices très vite dès le début. En fait, je t'avoue que la première semaine de Crisp, en fait, moi j'étais parti sur un énorme monolithe et on s'est dit, on l'a codé, tu vois. On s'est dit, genre, on s'est regardé, genre, c'était un lamentable échec. Et on a fait cette erreur très vite et après on est passé immédiatement en microservice. Ce qui était un excellent choix dans le cas, genre Crisp, on a un service qui sert des millions d'utilisateurs tous les mois. Genre, il faut qu'on puisse ajouter des serveurs facilement, tu vois. Avec un monolithe, c'est plus difficile. Ce qui est bien avec un monolithe, en revanche, ça dépend du type de SaaS que tu fais, quoi. Beaucoup de SaaS, finalement, se suivront du monolithe et ce sera plus productif de faire un monolithe. C'est que tu es beaucoup plus productif, tout simplement. Genre, c'est plus facile. exactement. Tu n'as pas besoin, dans les topologies où tu as les SaaS, que tu n'as pas besoin de scaler, tu ne vas pas avoir une croissance exponentielle. Là, c'est monolithe direct. Dans notre cas, en fait, il faut quand même un peu voir dans le futur. Tu vois, en fait, il faut faire les choses de façon minimale en réussissant à prévoir le futur, tu vois. Et en fait, c'était tout à fait justifié de faire du microservice parce qu'on peut tout simplement
genre ajouter des serveurs au jour le jour, tu vois. Et en fait, ajouter autant de serveurs que notre croissance, tu vois. Ouais. Tu définirais comment le microservice, juste pour de manière simple en fait? Je ne sais pas qu'on a commencé la microservice pour cette raison-là. C'est une déformation de la réalité avec le temps. La réalité, c'est qu'on n'est juste pas foutu de coder ce bousin. Oh, c'était trop compliqué, on tombait fou. Je t'assure, on tombait fou. Ouais. Oh, ça nous rendait malades. D'avoir du temps réel partout, c'est ça? C'était trop compliqué. En fait, le truc, c'est que comme on s'attaquait dans un truc trop ambitieux, enfin qui était en tout cas très ambitieux, on n'avait pas à tout architecturer. Et en fait, en se mettant dans le microservice, ça a vraiment simplifié la donne parce qu'en fait, du coup, on s'est défini des contrats d'interface. Genre, Valérian, il était en train de coder la chatbox. Ben, moi, je lui ai fait un back-end pour parler à la chatbox. Genre, je lui ai fait une petite lib et genre, toi, tu as des API JavaScript, tu m'envoies ça, je te renvoie ça. Et c'était juste un système de communication avec la chatbox. Et puis après, ben, on a ajouté un data store. Et puis du coup, ce système-là qui avait été codé pour la chatbox, on a pu le relier au data store, etc., etc. Sans avoir à coder toute l'infra direct, tu vois, on a pu comme... Ah ouais, bloc par bloc en fait, ce qui est l'intérêt des services. Ouais, c'est un peu comme si tu créais une maison par conteneur, tu vois. C'est comme une maison, tu veux créer une maison, bah, tu vois, d'abord, il faut faire les fondations, il faut faire tous les plans, et puis après, chambre par chambre, la cuisine, la plomberie, l'électricité. Là, c'est comme si tu avais des conteneurs. Et en fait, tu vas raquer les conteneurs un à un. Ouais, je vois le Et truc. chacun a sa fonction. Et ce qui est vachement cool, c'est que si tu as un conteneur que genre la cuisine ne te plaît plus et tu as envie de la changer, bah en fait tu la changes, tu en mets une nouvelle. Tu vois, c'est rapide quoi. En revanche, ça ajoute pas mal de surplus, c'est-à-dire que tu dois partager du code entre les microservices. Donc en fait, tu es obligé d'avoir des librairies qui sont partagées, tu vois. Donc il y a beaucoup, en fait, tu as une friction, c'est-à-dire le temps de gestion des microservices, de tout le code en fait, qui permet d'avoir des fonctions communes entre les microservices. Ce que tu n'as pas dans les monolithes. Quand tu dois mettre à jour ta librairie commune parce que tu as un changement de protocole ou un truc comme ça, de communication entre les microservices, bah, tu te tapes un déploiement, une mise à jour individuelle de chaque microservice, un test et un déploiement. Ouais, d'où le fait que ça demande ça prend du temps. Commencer directement par une infrastructure de microservices, c'est pas adapté à tous les types de produits quoi. Alors justement, c'est moi qui vais poser la question, mais Julien, est-ce que tester, c'est pas un peu douter? Bah justement, moi il y a un truc qui aurait changé ma vie si j'avais su plus tôt au niveau du back-end. Alors, Ouais. c'est que j'aurais pas pu faire mon produit sans test. Alors, moi j'adore le TDD. Je pense que c'est un truc qu'il faut commencer dès le premier jour. Parce qu'en fait, au début, ça prend du temps, il y a un temps d'adaptation. Le TDD, c'est le Test Driven Development. C'est Ouais. en fait l'idée de chaque fonction, on va la tester et on va écrire le test avant de l'écrire. Et en fait, c'est absolument génial pour quand on a des boîtes qui fonctionnent avec beaucoup d'algorithmies. Parce que par exemple, moi, j'ai des algorithmes en fait, qui vont aller chercher par exemple des employés en temps réel quelque part. Mhm. Et donc en fait, j'ai une fonction qui va s'occuper de vérifier, qui va moquer en fait chaque call que je peux faire. Donc qui Ouais. va plus ou moins me simuler une réponse externe. Et moi, du coup, mes algorithmes, en fait, quand je veux rajouter par exemple le genre d'une personne, je vais rajouter du code et je vais réécrire un test et je vais être sûr en fait que tous mes tests précédents, ils n'ont pas pété en fait, en ayant Ouais, voulu ouais. améliorer cet algo. Et ça, c'est trop bien parce que ça fait gagner tellement de Sur temps des sur la complexes, durée. ouais, je suis d'accord. Sur les trucs complexes. Franchement, je vois pas en fait comment on peut créer une boîte d'algorithmie sans TDD. Et surtout, alors, sauf si vous êtes très fort. Alors, Mais, notre version des choses est différente. Ouais, mais parce que vous êtes bon aussi sur ça. Alors, Mais par oui, contre, absolument. avec un stagiaire qui serait arrivé, tu vois, moi j'ai aucun problème. Ouais. Il peut travailler, tu vas rien me casser. En fait, il y a aussi la dark side des tests, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises, en fait, ça nous concerne moins parce que je pense que nous, on est des passionnés du code et on fait attention, mais il y a beaucoup d'entreprises qui se servent des tests pour justifier en fait que bah, c'est bon, ça passe, tu vois, genre les tests passent, donc le code il passe, le code est nickel, tu vois. En fait, le code est dégueulasse derrière. Et les tests, c'est juste finalement l'espèce de coquille tout autour qui protège. Quoi. Le diable est souvent dans les trucs qu'on n'a pas testés d'ailleurs, auxquels on n'a jamais pensé. D'où l'importance d'avoir des systèmes de coverage. Mais attention, les gens qui passent 5% de leur temps à avoir 100% de coverage, des fois ils perdent un peu le temps. Il vaut mieux avoir 90% de coverage sur les trucs vraiment critiques, tu vois. Ouais. Puis après le reste, bon, bah, tu fais en sorte que ce soit bien fait. Et puis après, il faut être intelligent. Quoi. Je suis assez d'accord avec toi, Julien. Mais après, nous, on a été assez pragmatique sur ça. C'est-à-dire qu'en fait, quand il y a un moment, tu te fais, enfin, excuse-moi du terme, mais tu te fais baiser 2 fois à cause de bugs à la con et que tu sais que tu as une lib, à chaque fois que tu veux modifier un truc, tu dis, ça sent un peu la merde. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et là, je pense que c'est le moment d'implémenter Ouais. des tests. Et nous, il y a quelques projets comme ça, genre le Markdown chez nous.
Bah, le paiement, hein. Tout ce qui est les parsing Totalement, de c'est- mail. Typiquement, on a une librairie aussi simple que le calcul de la TVA. En fait, on a une librairie qui fait ça. C'est tellement complexe le calcul de la TVA dans le monde. Bah là, on fait du TDD. Par contre, on ne va pas faire du TDD sur les microservices qui communiquent entre eux, genre en mode asynchrone avec un protocole. C'est l'horreur à tester ça, parce que c'est-à-dire que quand tu as des microservices qui communiquent entre eux avec un protocole de communication, c'est pas de l'appel de fonction. Bah, en fait, il faut répliquer des flux où genre, moi je vais te dire un truc, toi tu vas me répondre un truc, j'attends que tu me répondes ce truc-là, c'est ce que j'expecte. C'est compliqué à tester. Après, le meilleur test possible, déjà en tant que développeur, c'est que si tu fais un formulaire et t'attends je sais pas, 2 champs d'un utilisateur, enfin, tu vas tester les trucs de base, quoi. Enfin, tu Ouais. testes tout, tu vois. Après, ça, tu peux mettre du Cypress ou du Playwright pour faire du end-to-end. Mais c'est vrai que moi, j'avoue que le test, c'est vraiment un truc que j'aurais dû faire dès le début. Et aussi, un autre truc que j'ai bien aimé sur le back-end, c'est TypeScript. Alors, je sais qu'il y a plusieurs types de langages qui existent, mais quand on est sur des infrastructures en Node. Après, ça, c'est si tu es en Go ou tu es en. Le truc là, super, le logiciel, le langage qui est trop bien là. Rust, là. Rust, tu Oui. vois. Là, tu es encore top du top, tu vois, en termes de résilience. Mais ouais. Je pense que les tests, c'est. Tester n'est pas douter. Tester, ça devrait te faire dès le premier jour, mais après, il faut être intelligent et il faut le faire bien, quoi. Je sais pas s'il faut le faire dès le premier jour. En fait, le truc, c'est que toi, C'est une manière de travailler. ton système, en effet, tu fais du scrapping, tu as vachement d'entropie là-dessus. Tu Ouais. maîtrises pas l'environnement. Oh, mais même pas quand tu du tout, maîtrises quoi. un algorithme, tu maîtrises pas, hein, des fois. Enfin, tu vas parser les trucs, il peut se passer. Et notamment, l'avantage, c'est que si tu scrapes de la donnée publique, tu vois, genre qui est censée être normalisée, en fait, d'un jour au lendemain, les plateformes peuvent changer, quoi. Le data format, il change. Et toi, en fait, tu vas pouvoir reproduire ton test, le run, par exemple, tous les jours, et savoir si ça casse ou si ça passe, quoi. Et savoir quand est-ce que tu devras modifier ton code. Après, il y a quand même pas mal de mocks aussi, hein. Ouais. Donc là, il faut que je mette à jour tous les fichiers de mock si quelque chose change des fois. Alors, toi, en tant que solo founder, Julien, comment tu fais pour gérer tout ce qui était déploiement, etc. Ah, c'est une question intéressante ça. Bah, en fait, c'est. En gros, c'est simple. J'utilise un. Alors, j'ai des GitHub Actions. Ouais. Ok, donc, des Git qui vont permettre de pouvoir déployer sur une machine Ubuntu. Ça met à jour. Ça met Dans à un jour truc chez Digital Ouais, Ocean. voilà, ça met à jour le repo. Et puis quand je pousse sur la branche production, en fait, ça va me déployer une action sur GitHub qui va Ouais. mettre à jour le repo et puis faire tout son système là, de build les packages, etc. Et mettre à Genre jour la ça SSH sur ta bécane. Voilà, et, c'est ça. Donc ça, c'est comme ça que je fais. Après, j'ai un truc qui est génial, ça s'appelle Raycast, qui est un logiciel qui remplace Spotlight sur Mac. Ça, Ouais. c'est trop bien. J'essaie de tout ça d'évangéliser fait à quoi Mac. Bah, en fait, tu as un Spotlight sous stéroïde. Ce qui fait qu'en fait, tu peux. Moi, par exemple, je tape deploy bah, je sais pas, app, ça va me déployer mon app en fait automatiquement depuis mon Spotlight. Comme ça, j'ai pas besoin de trigger une merge request à la main dans GitHub. Enfin, tu peux faire plein de trucs. Genre là, je prends ton Mac, je fais deploy et c'est parti. Ouais, après, ça va me déployer que le master vers la production. Ça va de faire en sorte que ma branche master elle soit clean. Ok. Et du coup, si je comprends bien, c'est des scripts que tu peux coder ta propre extension Raycast. C'est très facile. Tu peux faire. C'est quoi, c'est du JavaScript ça Tu peux. Bah en fait non, ça se code tout en React les extensions. Enfin c'est pour les interfaces, mais tu peux faire des trucs assez chouettes, genre bah, par exemple en code, tu peux facilement aller à un endroit dans une documentation Tailwind par exemple. Tape Tailwind espace je sais pas border, il va t'amener C'est pas directement. spécialement un outil fait pour le déploiement. Non, c'est un outil un peu complet, mais moi je l'utilise aussi pour mes stratégies de déploiement. C'est un peu comme l'Apple Script, mais Ouais. branché, un truc moderne, Spotlight quoi. Ouais. Tu peux faire trop bien, tu peux même faire des plugins pour Crisp, hein, genre je sais pas, Mark All Conversation Bah, Resolve ok, j'avoue. et toc ça met tout. Tu vois. Donc, Oui, il faut éviter de faire navigation privée. Oh merde, de déployer, tu vois. Non, après, tu peux mettre des sécurités, genre avec êtes-vous sûr, ok, tu vois. Enfin, il y a Ouais. pas mal de trucs. Mais nous, on avait fait un truc pour Crisp qui était pas mal. C'est déjà, tu peux pas déployer si t'es pas sous le bon VPN. Ah ouais, ça c'est bien aussi, ouais. Alors, c'est pas possible quoi. En fait, à un moment, on s'est rendu compte. En fait, pour contextualiser, on utilise GitLab pour pusher notre code. Et en fait, dès qu'il y a un trigger de commit sur la branche production, un push, bah, ça part. En fait, il y a une GitHub Action qui se lance, une GitLab Action, pardon, et ça lance après un script qui fait le déploiement sur nos serveurs. Et en fait, c'est basiquement ça se fait d'abord. un test d'abord, un petit test, et ensuite un script qui fait le déploiement. Tu fais pareil que toi, genre, tu fais un merge vers la prod quoi. Ouais. Et ce script-là, en fait, simplement, il vient SSH au serveur, il prend tout ce qui a été buildé, il le zip, il l'envoie au serveur, le zip décompresse, se décompresse et ça run. Le problème, c'est que à la base,
En fait, déjà, nos branches Git n'étaient pas protégées. Donc ça veut dire que n'importe qui, en fait, qui se join la team pouvait faire potentiellement des déploiements en fait, indirectement en utilisant notre GitLab Runner qui avait les accès à notre infrastructure. Donc aujourd'hui, en fait, on a mis en place tout un système de sécurité. En fait, déjà, les déploiements ne peuvent être lancés que sur les branches protégées, donc c'est-à-dire production. Production, il n'y a que les owners qui peuvent approuver les déploiements. Donc uniquement les owners peuvent créer un push sur la branche production. Et la clé SSH qui est sur le serveur qui fait tourner le déploiement, qui donne accès à notre infrastructure, elle est protégée par un mot de passe, elle est chiffrée. Et ce mot de passe-là, il est fourni par GitLab, genre pour déchiffrer la clé du runner. Et il est fourni uniquement genre, si c'est un owner qui a validé. Donc c'est comme dit Baptiste, un mécanisme en fait, où tu as plein de choses que plein de personnes connaissent. Et il faut que toutes ces choses soient mises en commun pour pouvoir en fait, finalement accéder à l'infrastructure. C'est comme les mécanismes de départ de missiles sur les sous-marins. Il faut qu'il y ait deux mecs avec une clé qui rentrent. Voilà, exactement, l'ordre du président, l'ordre du général. Et là, on peut lancer le missile. Et c'est comme ça que fonctionnent beaucoup de systèmes, en fait. C'est un peu du common sense, tu vois. Genre... Les paiements, hein. À un moment, les banques, quand tu as un paiement m'attend, genre si elle doit faire un paiement inférieur à 100 000 euros, il faut que tous les associés ils battent le code. Ouais, c'est ça. Et ensuite un whitelisting aussi des adresses IP, quoi. C'est-à-dire que uniquement nos serveurs de déploiement sont autorisés à accéder à l'infrastructure. Et nos serveurs VPN à nous qui nous permettent en manuel d'accéder à l'infrastructure. Même par exemple, si tu veux accéder à un SSH vraiment sur une machine, c'est rare qu'on le fasse, mais admettons que tu as besoin d'accéder à un truc, des logs, je sais pas quoi. Ouais. Bah là, il faut forcément du SSH et en plus du SSH, non seulement il faut un VPN, ensuite il faut du SSH. Et en plus du SSH, tu as du two-factor authentication sur le SSH. Ah ça marche comment ça? Bah, tu sais, c'est comme Google Authenticator, tu as un code qui est généré toutes les 30 secondes. Ah ouais, quand tu te connectes au Ubuntu par exemple, une fois que tu as fait ton SSH, il va te dire filer le code. Ouais, bah, la rationnelle, c'est que tu as quand même sur ton Mac, tu as quand même un SSH agent qui. C'est quoi comme package d'ailleurs qui fait ça? Alors je ne me souviens plus exactement du nom, mais en fait c'est MFA, c'est un système de multifactor authentication qui se connecte directement en tant qu'extension à OpenSSH, qui tourne sur tes machines. Donc ton serveur SSH qui tourne sur tes Debian, par exemple, Ubuntu, et qui va regarder qu'il y aura une clé privée qui va correspondre à la même clé privée que toi tu as de ton côté pour générer les TOTP tokens. Et en fait, quand tu vas faire l'authentification SSH avec ta clé SSH normale, comme tout le monde fait, tu vas être accepté sur le serveur, et ensuite le serveur va te demander le fameux token que tu vas générer et qui va expirer toutes les 30 secondes. C'est vraiment débile. Hein. Et en fait, ça, le point, c'est que si jamais tu as un virus, admettons, sur ton Mac, ton SSH agent, il tourne, t'es connecté au VPN, donc techniquement, il a un script pour avoir accès à ton infrastructure, parce que tu es sur le réseau qui te permet d'accéder à l'infrastructure, et la clé SSH sur ton Mac est débloquée. Bah, il faut une troisième variable, c'est la clé TOTP, qui est générée par une application qui n'est pas du tout sur ton Mac, par exemple un YubiKey, un Google Authenticator qui est sur ton téléphone. Donc, une personne qui aurait qui aurait vérolé ton Mac ne pourra pas se connecter à l'infrastructure. Oui, est-ce que tu as un cache quand même, tu as un cache SSH. Genre, tu utilises une key GitHub, j'imagine, pour committer tes changements et tout. Tu mets pas ton mot de passe à chaque fois que tu pushes, j'imagine. C'est-à-dire qu'il est en cache. Ouais. Donc, ça veut dire qu'admettons que tu es un exécutable, si tu codes sur Windows, le truc, il se met à committer automatiquement sur ta machine ou SSH automatiquement, bah, t'es baisé, tu vois. Après, a priori, les SSH agents sur Mac sont sécurisés, a priori. Mais il faut toujours en fait craindre, tu vois, le monde extérieur et te protéger. Alors, ça veut dire qu'il vaut mieux avoir des employés qui sont sur Mac que sur d'autres machines, peut-être même imposés d'un point de vue sécurité. Ça, c'est un grand débat. Enfin, je sais pas. Hein. Bah, par exemple, dans notre cas, on a la policy, genre c'est du full Mac, c'est que des Macs, et les Macs sont chiffrés avec FileVault. Donc c'est-à-dire que si tu es dans un café, j'en sais rien, avec ton sac à dos, ton Mac est dans le sac à dos, il se fait voler, tu vois. La personne, qu'elle soit mal intentionnée ou pas, elle ne pourra pas récupérer tes données. Et puis tout le monde n'a pas accès à l'infra non plus. Hein. Ouais, on limite beaucoup les accès, donc comme ça on dort tranquille. Tu vois. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a un autre point important dans la sécurité, c'est au niveau des bases de données. Je sais que vous avez codé vous-même le système pour on va dire, faire des backups automatiquement. Oui. Il y a un service que j'utilise moi du coup, parce que j'ai essayé de faire ces tests-là, je me suis galéré en fait, et c'est tellement sensible que du coup ça s'appelle Simple Backup. C'est assez pas mal, c'est un SaaS où tu payes je crois 20 € par mois et ça te fait tes backups automatiquement, ça te les push dans plusieurs clouds. On en parlait d'ailleurs, tu disais que quand tes backups, il ne faut jamais les héberger dans le même data center. Oui, alors ça c'est certain. Parce qu'en fait, la plupart des data centers, genre DigitalOcean, tout le monde, hein,
les backups sont sur site. Donc, si le data center il brûle comme OVH à Strasbourg, tu n'as plus de backup. Et il y a une autre notion, c'est qu'il ne faut pas non plus aller les héberger trop loin, c'est-à-dire sur un autre continent. Parce qu'à la base, en fait, ce qu'on avait testé, c'est les backups étaient chiffrés et on les hébergeait côté US, de manière chiffrée. Mais en fait, quand il faut les rapatrier, c'est de la fibre transatlantique. Et il y a des moments où cette fibre-là, elle est beaucoup plus chargée, tu vois. Et toi, tu as beau avoir du 1 gigabit, tu es dans une situation d'urgence, ton backup, tu le poules tu le télécharges à 5 mégasecondes. Donc en fait, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on les stocke en Irlande, là où sur le continent, tu vois. Et en fait, on est full speed en termes de débit, si jamais on doit les télécharger en urgence. Et c'est pratique. Ouais, parce que vos backups, ils font quoi, 1 Tera? Un peu moins? C'est compressé quand même. C'est compressé. Ouais. Et tu disais des outils de backup, il y en a plein qui existent. Nous, je crois qu'avant, on utilisait un truc en Ruby qui était pas mal. Le seul problème, c'est que quand tu as des très gros backups, ça marche pas nécessairement, tu vois, t'avais des failures à cause de ça. Et surtout, en fait, les backups étaient d'abord écrits sur disque avant d'être envoyés, uploadés en fait au S3. Ah oui, ça le fait, ça. Moi, je peux le voir sur mes courbes d'analytics, les serveurs. Il faut que ce soit streamé. Ouais. Exactement. Donc en fait, ce qu'on a développé, c'est à l'inverse, c'est un système qui est full custom, qui est complètement en bash. En fait, le backup, il est produit, je sais pas, de MongoDB, MySQL. L'output, il est streamé, et c'est ça qu'il est jamais écrit sur disque, il est streamé au compresseur. Donc ça va être un gzip, machin. Dans notre cas, on utilise ZSTD, qui est un très bon compresseur, très rapide. On le stream à du GPG pour le chiffrer, et ensuite on le stream directement à la CLI S3 pour le uploader sur S3. Et en fait, c'est une pipeline, tu vois, c'est streamé. En fait, tu perds pas de temps, tu envoies immédiatement au réseau. Ça marche nettement mieux que ce qu'on avait avant. Ouais. On a plus de failures, tout simplement. On n'a plus de problème où tu te réveilles le dimanche matin avec une alerte parce que le disque du serveur est plein, parce que le backup était écrit sur disque, tu vois. On n'a plus ces problèmes-là. Ah ouais. Argument de sécurité aussi, vérifier que les backups fonctionnent. Aussi, ouais. Moi, je reçois une notification dans Slack. Oui, mais ça n'est pas suffisant. Comment ça veut dire? Je sais pas, télécharge un backup de temps en temps, tu vois. Ah oui, pour être sûr. Ouais. Non, mais ça, c'est je fais pas, un cas de... Il arrive parfois que tes fichiers de backup soient vides. Et en fait, tu fais un export SQL et tu t'es jamais rendu compte et c'était vide. Je devrais vérifier. Ou la clé, elle marche pas. Par exemple. Tu vois, où le zip, il est corrompu. Ouais, là, c'est la merde. Oui, on peut dire oui. Vous avez des histoires comme ça, d'ailleurs, de personnes qui ont eu des soucis de ce style-là? Bah oui. Parce qu'en général, celui-là, tu n'as plus que tes yeux pour pleurer, quoi. C'est un peu... Ah ouais, moi, je me souviens quand j'étais en stage, ils avaient confié comme ça la gestion des backups à un stagiaire. Et le stagiaire a tout perdu. Donc en fait, non seulement le storage de la production, plus les backups. Donc on fait gaffe à ce genre de truc et c'est sensible, quoi. On va aller plus loin que l'histoire du data center OVH qui a brûlé. Hein, il y a beaucoup de boîtes qui avaient leur backup avec le système de backup d'OVH qui était sur site. La Madines, je crois qu'ils ont été... De mémoire, oui, en effet. Pendant un mois, non? J'ai entendu parler d'une boîte comme ça à Nantes qui faisait du stockage sur bande. Oui. Sauf que, tu sais, c'est comme si là on avait un stockage sur bande, sauf que derrière, tu avais un dentiste, tu as juste derrière la porte de derrière, un dentiste avec un système de radiothérapie. Enfin, pas de radiothérapie, mais des radios pour les dents, tu vois. Sauf que. ça casse le truc, quoi. Oui, le stockage à bande, il est fichu après. Donc, ça, c'est important, quoi. Genre, tu as des backups. Ouais, tu regarder lis les backups de temps en temps, quoi. C'est du bon sens, ouais. Il y avait des outils d'ailleurs en DevOps que vous utilisez de temps en temps, enfin régulièrement, je veux dire. Logly. Logly, très intensément. Ça fait quoi ça, Logly? Le trio genre GitHub, GitLab avec toutes les automations possibles. Logly, après. Logly, le truc, c'est que tu sais, tu as des loggers, Node.js. Le principe, c'est que tu logs, mais dans un système. Oui, c'est un peu ça, oui. Tu logs ce que tu veux dans un dashboard, comme ça tu peux monitoriser les erreurs. Quand tu commences, l'avantage de Logly, c'est que tu as une version gratuite qui est assez généreuse. Et en fait, tout ce que tu veux avoir, toi, c'est. Nous, dans notre cas, par exemple, on log pas tout ce qui se passe. Il y a trop de choses qui se passent. Donc en fait, on log uniquement les erreurs. Et notre but, c'est de minimiser le nombre d'erreurs qui sont dans les logs. Donc c'est un peu un jeu où tu te connectes le matin, tu regardes les logs, genre est-ce qu'il y a des erreurs? Ok, il y a des erreurs, je les corrige. C'est la même chose, ouais. Mais tu vois, c'est le type des logs, c'est j'ai pas réussi à me connecter à la base de données, j'ai essayé d'uploader un fichier, ça n'a pas marché, voici la raison. Ou sur tout ce qui est les plugins, on a plein de plugins à des intégrations externes, genre l'API Slack, Messenger, GitHub, on a plein. Parfois, leur API ne marche pas. Puis tu vois, tu as un client qui dit « Je comprends pas, j'ai essayé d'envoyer un fichier sur Messenger, sur WhatsApp, j'ai un message d'erreur. » Et donc là, ce qui est bien, c'est que nous, le support, ils peuvent regarder avec la clé, le website ID du client
Et ils vont voir directement, bah tiens, l'API Messenger, bah, elle a une panne, tu vois. Et ça arrive très souvent. Ouais, bah, de toute façon, plus tu as de services interdépendants, plus. Un petit truc pratique, alors ça on l'utilise en cas d'urgence extrême, ça s'appelle GoAccess. Ça on l'a utilisé genre en cas de DDoS. C'est l'analytique, non? GoAccess, ouais, c'est un système, ça prend tes logs Apache, Nginx, enfin des logs, vraiment des logs textuels. Et ça les processe et ça te fait un fichier. Tu vois, je vais le noter parce que ça, il faut que je le mette en place. Et ça sauve la vie. Hein. Et du coup, ouais, GoAccess, il faut que je le mette en place. C'est pas très loin à mettre, je crois, en plus. C'est directement sur le serveur. C'est assez con en fait. Par contre, ça nécessite quand tu as une panne, très vite, genre prendre les logs de ton serveur. Et en fait, tu vas tout de suite voir, admettons dans les logs, bah, que tu as un gros pic de requêtes HTTP à tel moment. Et tu vas voir que par exemple, que tu as un utilisateur qui est en train de bourriner sur ton API et que sur telle et telle route et que c'est ça qui visiblement fait tout planter. Quoi. Ça peut sauver la vie. Ouais. Oui. Et, ce qui est bien, c'est que tu peux aussi, tu as un mode géolocalisation. Donc, quand tu télécharges les bases GeoIP, tu peux voir genre les patterns par pays, ce genre de choses, par provider cloud. Donc, si c'est des IP AWS, je sais pas. Et en fait, si tu te fais des DDoS, effectivement, tu peux voir des patterns assez facilement. Je sais pas si tu es utilisateur Cloudflare. Si. Bon, justement, j'ai noté, parce que ça serait bien qu'on en parle justement de Cloudflare. Bon, Cloudflare, beaucoup de gens connaissent, beaucoup de gens utilisent. Ça permet vraiment de sécuriser les accès au serveur. Un truc qui est pas mal, nous qu'on utilise, c'est Cloudflare Tunnel. Le principe, c'est que tu n'as même plus de port 80, de port 443 sur ta machine. Genre ta machine, elle est fermée à Internet et juste elle est connectée avec un tunnel à Cloudflare Tunnel. Et donc, il t'envoie le trafic directement sur ta machine. Ça évite que l'IP de ta machine elle soit découverte sur le net et que quelqu'un puisse DDoSer et DDoS en direct l'IP de la machine. Et je voudrais que c'est bien plus que ça. C'est que le problème, c'est que quand tu as un service qui est international, que tu as des clients qui sont à l'autre bout du monde, bah, à un moment, tu peux pas aller plus vite que la lumière dans le sens où les fibres optiques, tu vois, genre quand tu établis une connexion à un serveur distant, bah, ce que tu ne vois pas, c'est que tu dois parler au serveur pour dire, genre, pour échanger les clés de chiffrement, pour établir ton HTTPS, hein, typiquement. Et en fait, Cloudflare Tunnel, l'avantage, c'est que le niveau HTTPS, la layer crypto, elle est gérée au plus proche du client, c'est-à-dire dans le data center Cloudflare le plus proche. Donc, admettons que la personne, j'en sais rien, elle est à San Francisco. La personne à San Francisco va parler à Cloudflare San Francisco. Il va établir la crypto avec Cloudflare San Francisco et ensuite Cloudflare San Francisco va uniquement se connecter, genre échanger le trafic de ton app en direct avec ton data center qui est peut-être en Europe. Donc en fait, tu vas gagner énormément de temps. On a un cas très concret de ça, c'est typiquement on a des utilisateurs CRISP en Australie et en fait notre data center est à Amsterdam. Et en fait, ça mettait afficher la chatbox CRISP à la base, quand on n'avait pas ce système-là, ça mettait 5 secondes à établir la connexion. Parce qu'en fait, la latence entre l'Australie et l'Europe, elle était, je sais pas, 600 millisecondes, 700 millisecondes. Et en fait, tu as tout un tas d'échanges, ce qui fait que tu multiplies en fait, par 3, 4, 5 le temps d'échange. Parce que c'est une sorte de ping-pong entre le serveur et le client. Et en fait, le fait d'avoir ce système-là, en fait, tu parles au data center, je sais pas, de Sydney. Et en fait, la plupart des échanges, tu les fais genre avec le data center de Cloudflare. Et ensuite, tu auras uniquement ton trafic qui va passer genre une fois que l'échange crypto sera fait. Et en fait, ça accélère mais massivement la rapidité de tes applications. Et il suffit de voyager en fait pour se rendre compte, par exemple, dans notre cas, que c'est très très efficace, hein, Cloudflare Tunnel. Tu as l'impression parfois d'être en Europe, en fait, d'un point de vue vitesse. C'est-à-dire que CRISP, par exemple, tu peux être aux États-Unis, CRISP, en fait, tu as l'impression que CRISP est aussi rapide qu'en Europe, hein, alors que tu es très très loin. Et ce ne serait pas du tout le cas sans ce système-là. Okay. Un truc qui est vachement bien aussi avec Cloudflare, c'est ce qu'on appelle les instant logs. C'est-à-dire qu'en fait là, admettons que tu as un client, il a une erreur 500 chez lui, mais que chez lui. Tu ne comprends pas ce qui se passe. Mais en fait, tu vas pouvoir, sur Cloudflare Instant Logs, mettre genre l'IP du client. Tu fais Start Streaming. Et en fait, là, dès que le client, depuis chez lui, il essaie de faire quelque chose, tu as les logs serveurs qui apparaissent. Ah, c'est pas mal, ouais. Et ça fait gagner un temps incroyable. Alors, je crois que c'est uniquement disponible sur les comptes Enterprise, si je ne me trompe pas. Oui, le plan. Du coup, c'est pas très applicable en mode SaaS Bootstrap au début, quoi. Mais c'est quoi l'Enterprise, c'est quoi? C'est 1 000 € par mois, toi? Oh là là. Ouais, monte. Ah oui, donc c'est en fait, 20 000 € par an, quoi, plus. Typiquement, Cloudflare a une calculatrice et tu demandes des services qui sont annexes à ce que Cloudflare propose dans ses plans self-service. Donc, tu sais, le plan pro à 20 €, business à 200 € par mois. Et bah, ils peuvent te sortir un prix 2 000, 3 000 € par mois, facilement. C'est un peu la tête du client aussi. Hein. Ouais. C'est pas qu'un peu, ça c'est à la tête du client. Cloudflare n'a rien inventé, l'enterprise ça marche comme ça, si tu veux. Genre...
Mais après, tu as comme des très bons, enfin, tu as un plan gratuit, tu as un plan à 5 balles, un plan à 20 balles, qui sont très bien pour des SaaS qui débutent. Et enfin, c'est un must-have d'ailleurs. Ouais. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a une phrase qu'il avait dit, Quentin Adam, et qui date et qui, je m'en souviens encore. Il racontait en fait, parce que vous avez de l'expérience sur ça, quand tu as une merde qui arrive en fait sur un serveur, faut être extrêmement rapide en fait pour réagir, parce que plus tu as très peu de temps finalement pour réagir, parce que ça peut contaminer très vite d'autres services qui étaient LC et en cascade créer un système de domino effect. Donc, quelque chose, ça nous est arrivé hier. Ah ouais. Bon, en fait, concrètement, on a ce qu'on appelle la Marketplace Crisp, qui est en fait un outil qui permet aux développeurs externes de développer des intégrations avec Crisp, donc des plugins, ce qu'on appelle des plugins. Et on a un des développeurs de plugins qui fait un plugin qui est utilisé par pas mal d'utilisateurs, qui fait une solution d'analytics sur Crisp. Et donc il a dû scraper en fait les conversations passées des personnes qui utilisaient en fait son plugin pour générer des statistiques. Le problème, c'est qu'il a exécuté sur notre infrastructure des requêtes très lourdes. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une réaction en chaîne, Vraiment de tout sur tout le pipeline, en fait, de la base de données jusqu'au worker Node.js. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'API de Crisp était down mondialement pour tout le monde. Ouais, un truc qui. Okay. Oui, mais tu vois, c'est ça qui est important, c'est genre ne pas faire confiance à son utilisateur. Mais tu sais, c'est ce qui est arrivé d'ailleurs. Moi, j'utilise une API pour scraper les résultats de recherche Google, et ils ont été down pendant peut-être 4-5 heures. Parce que tu avais un client qui est allé comme un bourrin, et en fait, il avait tout mis down pour tout le monde. Et ils n'avaient pas de. En fait, je pense le temps qu'ils identifient c'était quoi le problème, qu'ils coupent l'IP du gars qui allait trop fort. Qui sont mauvais quand même. Oui, parce qu'en fait, c'est là qu'on parlait de Logly, par exemple, de tout un tas d'outils qu'on peut utiliser. En fait, nous, le problème, on a vu la downtime avec notre système de monitoring, qui est aussi par ailleurs un système de monitoring qu'on a développé nous-mêmes et qui est adapté aux microservices. En fait, on l'a su dans la minute, tu vois, le problème. On s'est connecté à Logly, on a regardé, genre, putain, c'est bizarre ça, tu vois, genre. Et on a identifié le problème, en fait, en 5 minutes, le problème était corrigé, tu vois. Parce que c'est un problème qui est extrêmement grave. En fait, Crisp était tombé pour tout le monde, il était indisponible. Donc là, tu coupes l'IP du gars et c'est terminé, en fait. Non, en fait, comment on a fait déjà? Il avait fallu comprendre qu'est-ce qui se passe. Tu as une panne, en fait, parce qu'en fait, tu vois sur le coup ce qui se passe, tu vas voir que tu as une base de données qui est au taquet. Pourquoi elle est au taquet? Bon, en fait, il y a plein de requêtes qui viennent sur une route qui est très consommatrice sur une ressource. Ok, maintenant, pourquoi? Qui? Et donc là, tu regardes qui? Ah, c'est lui. Bon, comment on fait? Et donc, on a révoqué ces tokens. Donc, il n'avait plus accès à l'API de Crisp. Mais ensuite, le problème, c'est là où on parle des systèmes les cascades en fait, de problèmes. C'est que le fait d'avoir révoqué ce problème, le problème a stoppé, tu vois. Mais en fait, l'API était toujours down pour les utilisateurs. Et c'est là qu'on a découvert, en fait, il a créé des sortes de side effects sur tout un tas de serveurs sur notre pipeline d'ingestion, tu vois. Et genre, en fait, il a créé, genre, il a mis down un serveur qui n'arrivait pas à se relancer tout seul. Et en fait, quand on parle des problèmes en cascade comme ça, c'est genre, ce mec, en fait, a créé une myriade de problèmes et il nous a permis d'identifier, genre, des faillibilités, tu vois, dans notre système. Et à ça, genre, il faut réagir tout de suite, tu vois, on les corrige immédiatement. Mais on a l'habitude maintenant, et on avait noté une liste de trucs des merdes qui arriveront un jour dans un SaaS. Mais ça arrivera à coup sûr. Par exemple, nous, on utilise un système de scrapping dans Crisp. Genre, tu mets un lien, genre thecompanyAPI.com, tu envoies ça à un utilisateur, et ben on va mettre l'objet image, le titre de la page, etc. Pour ça, on a un petit scrapper. Et puis qui va aller parser le HTML de la page et qui va regarder ce qu'il y a dans la page, tu vois. Assez simple, a priori. Très simple, a priori, qu'on utilisait depuis 7 ans, tu vois. Jusqu'au jour où il y a un mec qui met un ISO, tu vois, un lien, genre un point ISO, et que met un point ISO, mais avec une en-tête d'HTML. Qu'est-ce qu'il fait le parseur? Oh, un gros fichier HTML, je vais essayer de le parser. Là, tu vois, et puis t'as un serveur, hop, out of memory, je recommence. Du coup, tu as un pipeline qui revient en queue. Oh, je vais parser un fichier HTML de 700 MB. Oh, out of memory, je recommence. Donc voilà, ou la même chose avec ce qu'on appelle des redos. Donc en gros, c'est des regex qui ne sont pas résolvables dans un temps serveur normal. Ouais. Quoi. Genre, mais un truc tout simple, hein, un fichier, genre une chaîne de caractères de 10 000 caractères. Si elle est formatée de manière particulière, et ben en fait, ça va créer ce qu'on appelle un bug de backtracking. Et en fait, la regex, elle va louper. Souvent, c'est quand tu as des étoiles dans tes regex. Genre des règles de parsing assez custom dans ta regex, c'est assez compliqué avec une étoile.
Et le backtracking, du coup, ça fait que ça backtrack constamment pour aller chercher ce qu'il y a avant. Tu vois. Les services qui analysent ton code et qui te disent tiens attention là. Si. Alors justement, il y a des services qui te permettent d'analyser si tes regex sont potentiellement vulnérables. Donc tu as en fait, Même tout ton fichier. franchement, j'ai même pas besoin de citer des services. Tu tapes Redos, testeur, validateur sur Google. Tu as tout un tas de services qui sont dans le navigateur. Et tu mets ta regex et en fait, ça brute force ton navigateur, tu vois. Et ça te dit est-ce que c'est vulnérable ou pas. Le nombre de libs qui sont affectés par ça. Ouais. Ah ouais. Parce que nous, personnellement, on a testé toutes nos regex personnelles, tu vois, une par une, ouais, sur ces systèmes-là. Et tu as des outils automatisés, hein, genre, nous, personnellement, on ne l'utilise pas, mais tu as des extensions de tests. Je pourrais pas les citer, mais j'en ai déjà vu. Non. Tu as surtout des libs qui existent, où du coup, c'est des regex qui n'ont pas ce problème-là. Ouais, tout à fait. Et en fait, tu peux automatiser ça tu fais un npm test GitHub Action et tu automatises, si tu veux. Mais après, le problème, c'est que toutes les librairies tierces qu'on utilise, enfin, les projets en général, on utilise un max de librairies comme ça tierces. Et en fait, elles sont quasiment toutes vulnérables. En fait. Chaque librairie qui contient des regex a une probabilité très élevée d'avoir une regex qui est vulnérable. Alors, tu as un autre petit truc aussi qui n'est pas une vraie vulnérabilité, mais il y a plein de développeurs, ils compilent les regex genre on the fly, tu sais, ils font if, slash, genre une regex, slash. Oui. Sauf que c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu rentres dans le if, le Node.js il va compiler la regex. Et donc ça le fait en boucle autant de fois que Bah, ça en fait, fait, une regex ça peut mettre parfois, je sais pas, tu 200 m'avais dit millisecondes ça, à faut les compiler. Tu vois. nommer en haut. Alors, c'est quelque chose qui, je pense, est moins valide aujourd'hui parce que V8, qui est le moteur d'exécution JavaScript de Node.js, est quand même très optimisé et en principe, il est censé mettre en cache. Si, ça le fait Ouais, toujours. Hein. ouais. Ou ça dépend des cas, peut-être. Et, genre, quand tu as une regex, genre ta regex, tu l'instancies une fois, tu la mets en constante par exemple ou en statique. C'est pas impossible en fait quand tu fais des matchs, par exemple quand tu fais en JavaScript des regex.match, enfin string.match regex, la regex à ce moment-là elle doit être compilée parce qu'elle est stateful, parce qu'elle contient un état en fait. De mémoire le match tu le fais progresser si la regex n'est pas globale. Si tu fais un test c'est différent, tu consommes la regex, tu la balances, il n'y a pas d'état qui est stocké dans la regex donc elle est stateless. Donc c'est pas impossible. Mais le nombre de libres qu'on a eu comme ça, où c'était des grosses merdes lentes à cause de. Mais Ça pourquoi compilait tout le temps la regex. Pourquoi finalement on définit pas toutes les regex dans un seul fichier et en fait on les importe comme ça, on les importe qu'une seule fois et en plus si on veut tester les problèmes que vous avez dit tout à l'heure là, on a tout réuni dans un seul fichier. Il faut faire attention à une chose, c'est que parfois les instances de regex, le truc c'est que comme je l'avais dit, quand tu fais des points match de mémoire, la regex est stateful, donc en fait si tu fais pas des recherches. Exec, non Point exec, ouais, c'est ça. Et si ta regex n'est pas définie comme globale, ça veut dire qu'elle va pas elle va pas exhaust tous les cas d'usage possibles dans le scan. Par exemple, tu scannes les lignes qui commencent par, je sais pas, un mot en particulier. Et tu as plusieurs lignes dans la string qui peuvent commencer par ce mot-là. Mais en fait, tu vas peut-être t'arrêter en fait au premier match. Mais ta regex, du coup, elle va contenir en fait l'état du fait que tu as déjà scanné un état, tu vois, une ligne. Et en fait, quand tu vas l'exécuter sur une autre string, ça va faire n'importe quoi, si tu veux. Parce que tu as toujours l'état en fait de l'appel précédent. Donc il faut faire très attention sur ça aux regex. Nous, de manière générale, on utilise des regex globales. Donc en fait, c'est-à-dire que dès qu'on les consomme, elles sont stateless, elles ne stockent pas d'état et on est tranquille. Et ça peut créer des problèmes en production. Des problèmes très graves. Aussi qu'on avait noté, c'est genre loquer tous les packages.json. Ah oui, ça je le fais. Je le fais pas, je suis tout le temps Non, le mais il faire. faut le faire. Il faut le faire, c'est con. Non mais c'est vrai, tu es jamais à l'abri qu'un développeur il respecte pas les conventions Solver et du coup boum. Ah non, mais pire que ça, c'est qu'il y a des développeurs, parfois ils pètent un câble. Tu vois, ils font les kamikazes. Genre le mec il fait une grosse dépression, vous me faites tous chier. Genre, il met une mine dans son code. Genre, mais une grosse Non, mais mine. c'est- J'ai un exemple de ça récent qui est la librairie Colors, qui nous a tous impactés parce qu'en fait, la librairie Colors, elle est présente dans tous les projets en fait. Elle permet de faire des couleurs, de générer des couleurs pour le terminal. Donc en fait, tous les projets où tu as des petites couleurs, en fait, généralement dans le terminal, elles utilisent la librairie Colors. Et je sais plus qu'est-ce que ce mec il avait fait une sorte de bombe, de console log bombe, un truc comme ça. C'était pour dire qu'en fait les grosses entreprises elles payaient pas assez les développeurs open source mais elles bénéficiaient quand même de leur travail. Il y avait un autre truc comme ça récemment. Un mec qui a fait Vive l'Ukraine et si ton. Alors pareil, grosse librairie, c'était Vive l'Ukraine et en gros, si ton IP était détecté genre en Russie, on flush. Et ouais, c'est RMRF, ton dossier local. Quoi. C'est des. Oui. Donc ça fait tomber le service quoi. Donc on lock. Bah non, c'est juste que les développeurs sur leurs ordinateurs en local voyaient leurs données supprimées en fait. Par le fait qu'ils avaient installé cette librairie-là dans un projet, dans un package.json.
Parce que oui, en fait, ton process Node.js sur ton Mac en local, il a accès en fait potentiellement à tout ton folder, à ton dossier utilisateur. Des systèmes qui regardaient les clés Bitcoin comme ça. Ça, il y en a plein. Ouais. Donc un truc à faire aussi, c'est installer un antivirus sur sa machine. Genre même si c'est des librairies Node.js et que tu te dis que c'est inoffensif, et ben dedans, je peux te garantir il peut y avoir des sacrés saloperies. Antivirus genre Clean My Mac par exemple. Bitdefender, c'est gratuit, c'est très bien sur Mac. Le truc, c'est que c'est pas une analyse active, c'est-à-dire que tu feras des scans de temps en temps, donc c'est à toi d'y penser. Mais il y a un truc très dangereux. Après, sur les Macs, c'est un peu limité parce que tu as quand même aujourd'hui, quand tu as une tentative d'accès, tu as une enclave, quand tu as une tentative d'accès à ton fichier, à ton dossier, je sais pas, image local, il va te demander une permission sur l'OS. Mais en fait, un package en fait, NPM que tu publies sur NPM.js peut en fait venir avec des binaires. Genre, il peut contenir des fichiers, des binaires et pas que du JavaScript. Il faut faire très attention. Et GitHub, tu as les NPX machin truc qui. Un truc à vérifier, c'est. Alors, tu as sneak.io où en fait tu mets un lien GitHub dessus. Il va scanner toutes les failles de sécu de tes projets et donc dès que tu as une faille, une 0day sur, je sais pas, un truc comme Sequelize, Mongoose, etc., il te prévient. Et puis après, bah, tu as le NPM audit. Et tu as le GitHub Security, ils ont un truc GitHub qui analyse automatiquement. Et oui, ça utilise les mêmes sources en général. Ouais. Le problème, je trouve, du système d'analyse de sécurité de GitHub, c'est qu'il est quand même trop verbeux. Enfin, en fait, le problème, c'est que tu as tellement des notifications tout le temps qu'à un moment, en fait, tu pètes un câble, tu le désactives et tu ne vois plus en fait ce qui est important. Et ce qui est plus recommandable, je pense que c'est un NPM audit. Et en fait, éventuellement, tu regardes la sortie de NPM audit et tu le limites uniquement à tout ce qui est critical, important, tu vois, et tous les warnings, tu les jettes, tu vois. Parce qu'en fait, des warnings, tu en auras tous les jours. Ou les prototypes pollution. Oui, en fait, ça, on s'en fout fondamentalement. Et puis, tu as beaucoup de trucs qui impactent pas toi, ton code directement, mais le tooling autour de toi. Genre vite, enfin, tu vois, admettons que tu as un builder Babel ou je sais pas quoi. C'est ce que je reproche au système. C'est bien que ces systèmes-là existent, mais ils sont très verbeux, tu vois, ils te donnent tout à défaut. Alors qu'en fait, nous, ce qui nous importe, c'est ce qui est le plus important. Ouais, on est développeurs, on n'a pas le temps de corriger les failles tous les jours, tu vois. Parce qu'il y a des failles tous les jours. Alors, il y a mettre des index. Ah oui, sur les bases de SQL. Mais alors là, il y a un gros nombre de personnes justement, qui le font pas. J'ai une question sur ça parce que moi, si je n'ai pas d'index, tu peux mettre un service down ou ralentir à fond. Surtout sur du base de SQL. Le truc, c'est comment est-ce que tu fais pour voir en fait que tu as une query qui déconne à cet endroit-là bien précis de ton code, tu vois. Alors, il faut comprendre comment une base de données marche déjà. Une base de données, c'est une grosse liste. C'est une liste. C'est-à-dire que si tu veux accéder à quelque chose, genre à un item, il faut se taper l'accès à toute la liste. Donc, genre, si tu as 1 million d'éléments dans ta base de données, et que tu veux accéder au dernier élément, il faut tout se taper, tu vois. Donc, pour ça, il y a un truc qui s'appelle les index, où c'est comme un annuaire. Et donc, ça te dit, admettons que tu veux accéder à un email en particulier, genre juliencoupannec@gmail.com, et que moi je veux accéder à l'utilisateur qui a ce mail-là, c'est-à-dire qu'il faut que j'ai une association entre email identifiant. Et du coup, moi dans mon index, si je dis l'email juliencoupannec@gmail.com, quel est l'ID ID 500, du coup tu peux directement accéder à l'ID 500 dans la table et tu n'as pas à tout scanner. Ouais. Et ça, c'est assez important. Et en gros, pour ça qu'il faut des index. Parce qu'en fait, à chaque fois que tu as besoin de faire un accès direct à ta table, il faut un index. Le truc, c'est que quand tu codes, du coup, quand tu utilises un ORM, tu vois, genre, je sais pas, Sequelize par exemple, pour faire des appels de SQL en JavaScript, tu codes tes requêtes et du coup, toi, tu as des mécanismes à avoir dans des automations, à avoir dans ton cerveau où tu vas te dire, OK, là, il me faut un index. Tu vois, je vérifie si j'ai l'index ou pas et après, je l'ajoute. Ouais, mais dans des complexes, c'est compliqué tu vois, de savoir qu'est-ce que le query planner, donc le système qui va de ton moteur SQL, donc MySQL par exemple, qui va prévoir la requête et l'optimiser. Quelle décision de choix d'index est-ce qu'il va prendre, tu vois? Est-ce qu'elle sera optimale? Et en fait, là, tu as ce qu'on appelle le slow log. C'est assez commun, c'est un concept assez commun à toutes les bases de données. Donc, ça va inclure Mongo, MySQL. C'est un fichier que tu pourras avoir sur ton serveur, que tu peux activer, qui est normalement activé par défaut, mais qui est assez permissif, peut-être trop. Tu vas lui définir une règle, genre toutes les requêtes qui vont prendre plus de X millisecondes, donc je sais pas, 200 millisecondes par exemple, à s'exécuter, tu les mets en log. Donc tu mets la full request, donc tu auras toute la requête SQL avec toute la grammaire SQL, avec le choix du query planner, donc les index choisis, et le temps d'exécution.
Et là, tu vas pouvoir voir, très clairement, tu vas dans ton slow log, et tu vas voir, en fait, c'est tout le temps, tu as un vomi, en fait, de requêtes qui se ressemblent, enfin, qui sont toutes les mêmes, en fait. Et là, tu vas te dire, ok, bah, celle-là, tu vois, je vais l'optimiser. Donc, je vais étudier pourquoi, je vais ajouter les index, quoi. Et tu peux très facilement, en regardant le code SQL, identifier ta requête en JavaScript, tu vois. Et en fait, un index, faut l'imaginer. Tu as déjà joué au KeyS? Ouais. Le KeyS, tu as une question, mettons, si tu la poses, tu vas éliminer tous les pions sur le KeyS. Ouais, tous les hommes, par exemple. C'est indiscriminant. Eh ben, en fait, un index, c'est ça. C'est quel est le meilleur index possible. C'est ce qui va permettre de discriminer le maximum d'items dans ta liste. Et en gros, d'avoir à coup sûr À scanner le moins possible. de filtrer le maximum de trucs, quoi. Ouais. Ça, c'est le meilleur index possible. Ouais, les index, c'est vraiment un truc qui est clé. Ouais. J'ai un dernier point sur les index, c'est tout ce qu'on appelle les index compound, donc les index composites, je crois. Et en fait, c'est des index en fait, qu'on comprend très mal naturellement. Un index composite, en fait, de manière générale, c'est quoi? C'est un index qui va indexer plusieurs clés à la fois. Donc, admettons, j'ai une table SQL qui stocke des utilisateurs, donc j'aurai, je vais voilà, indexer par email parce que je vais faire une recherche par email, mais en même temps, je voudrais voir les utilisateurs qui ne sont pas suspendus, par exemple. Donc, email suspended. Ce que je peux faire, c'est un index qui fait email, suspended. Mais le truc, c'est que cet index-là, en fait, il va être ordonné. Donc, en fait, admettons que c'est maintenant email suspended avec une autre clé name. Donc, ça va être un index compound avec 3 valeurs. Elle aura un ordre. Donc, on va peut-être commencer par l'email, par le suspended et par le name. Si je veux maintenant faire une recherche dans l'email, par le name, pardon, en commençant par le name, bah, le problème, c'est que je ne pourrais pas utiliser cet index-là. Parce que le name, en fait, c'est la dernière valeur dans l'index. Parce que c'est un graphe, en fait, il faut s'imaginer ça comme un graphe. Et en fait, il faut commencer par l'email, donc il faut lui donner un email, et après suspended, et après name. Et l'avantage, c'est que tu peux faire des optimisations où tu as besoin, admettons que tu as des requêtes qui font email suspended name, tu vas uniquement avoir un index compound sur ces 3 valeurs, parce qu'en fait, cet index pourrait être utilisé pour des requêtes plus simples, qui vont faire email suspended. Parce qu'en fait, dans l'ordre, tu pourras utiliser et consommer ces 2 valeurs. Et il y a un truc aussi, surtout pour des SaaS, c'est que les compounds peuvent être utiles parce que ça te permet de préfixer genre ce qu'on appelle un tenant ID. C'est l'ID de ton client à toi, SaaS. Et après, tu vas mettre l'ID de son client à lui. Ça, c'est assez pratique. Après, moi, j'utilise pas les tenants, mais c'est surtout quand tu as souvent des structures en team où tu as des trucs qui dépendent des autres. Parce que quand tu as beaucoup de données en fait, dans ta base, les index sont très très lourds. Et ça peut représenter en fait finalement. Des gigas ou pas? Ça peut représenter fastoche 30% de la data totale. Ah ouais, donc en fait, tu peux bourriner ton disque dur juste en recréant les index. En fait, c'est bien de créer des index, c'est génial. Mais à un moment, quand tu as du scale et beaucoup de données, tu vas commencer à te dire, OK, il faut que j'économise des ressources. Et tu vas commencer à analyser quels index sont redondants. Tu vois. Et c'est là où quand je parlais des compound index, bah, le cas de l'index compound, en fait, j'aurais pas à avoir un index email. Tu vois. Donc ça gagne de la place. Parce que en fait, je peux utiliser l'index compound qui est nécessaire pour aussi en fait, finalement, indexer email simplement. Pas pour des mecs qui débutent un SaaS, c'est peut-être un peu. Non, en fait, ouais, c'est ça. En fait, je pense qu'il ne faut pas y réfléchir au début. Il faut juste être conscient que ça prend de la place quand tu commences à grossir. En vrai, les index, si tu as fait des erreurs au début, tu les supprimes, tu vois, enfin, tu les reconstruis, il n'y a pas de problème. Quand on débute un SaaS, il y a un truc absolument à vérifier. Par contre, c'est le lot qui est de double, c'est genre firewall sur sa machine et mettre un mot de passe sur les bases de données. Ouais. Ça paraît con comme ça, mais alors moi genre UFW par exemple sur ce firewall. Ouais, par exemple. Puis admettons que tu es DigitalOcean en Presta. Tu vas mettre un firewall DigitalOcean plus un UFW sur ta machine. Et en plus, on met un mot de passe sur la DB. C'est incroyable le nombre de DB. Il n'y a pas de mot de passe. Où il n'y a pas de firewall, il n'y a pas de mot de passe. Moi, par exemple, j'ai un copain sur Paris, il a rejoint une boîte en stage, ça fait fort longtemps maintenant. Il me dit, je comprends pas, notre Mongo n'arrête pas de tomber en panne. C'est-à-dire, ça fait 3 fois cette semaine, le Mongo, pof, plus de données dessus. Genre, Mongo, c'est nul, ça perd la donnée. Et donc, je me dis, tiens, c'est quoi Donc là, tu sais, je mets le nom du site internet et puis j'utilise un truc genre TCP, port checker, machin truc en ligne. Je mets l'IP du serveur, port 27017 ou 027, je sais plus. Oui. Bref, on s'en fout. Et là, genre, le port ouvert en vert, tu vois, genre, attaquez-moi. Tu sais, là, je fais Mongo --host, le nom de l'IP. Et il n'y avait même pas de mot de passe. Pouf, je suis dedans.
Et là, je me dis, bah en fait, c'est presque un miracle que le mec ait juste delete ouais. ce qu'il y a sur le serveur. Ouais, tout à fait, et pas voler la donnée, quoi. Ça, c'est arrivé à un de nos Et ouais, ouais. Et il y a un sujet qui est genre, moi qui m'a surpris, c'est nous on met des mots de passe partout sur Crisp, tu vois. Et à un moment je me suis amusé, genre j'étais là genre en mode, on était sur, nos serveurs Crisp sont sur ce qu'on appelle un VPC chez Digital Ocean. Donc en fait à la base ça s'appelait Private Networks. Donc quand tu lis Private Networks, tu assumes que les réseaux sont privés à ton compte, tu vois. Et en fait non, tu avais en fait Digital Ocean pour les réseaux, les LAN, les réseaux privés, ils assignaient une IP privée à ton serveur, mais en fait dans le data center où tu te trouvais, donc dans notre cas à Amsterdam, tu avais aussi accès aux IP des autres comptes qui étaient aussi sur le réseau privé. Et donc à un moment, j'étais là, oh putain, je fais un scan sur les ports Redis, tu vois, dans le data center, et j'étais en mode, j'ai trouvé plein de Redis, j'ai trouvé 1 millier de Redis, genre 1000 Redis. Ils étaient tous ouverts. Je me connectais au Redis, je voyais la data qu'il y avait dedans. Donc là, j'étais là, oh putain. Attaquez-moi! Exactement. C'était une attaque plus évoluée parce qu'il fallait avoir un serveur dans la data center. Mais à partir du moment où tu le connais, C'est pas très difficile, tu peux wiper 1000 Redis et leur causer préjudice ou voler la donnée. Donc là, ce que j'ai fait direct, c'est t'envoies un mail à Digital Ocean, genre il y a un grave problème de sécurité chez vous. Soit quoi, ils répondent oui, c'était écrit dans la documentation. Oui, mais les gens ne lisent pas la documentation. Vous dites réseau privé, c'est misleading, c'est du marketing, tu sais, c'est un terme marketing qui. Et oui, pour eux, c'est un LAN, mais genre comme une LAN partie, comme si on avait un câble entre toi et chez moi, tu vois. Alors heureusement depuis en fait, Digital Ocean a fixé le problème et aujourd'hui on a sorti la feature qui s'appelle les VPC. Et quand on te dit VPC, c'est les Virtual Private Network. Je ne sais pas ce que le C veut dire, mais cloud. Et là, tu n'as plus de problème. Tu es dans ton vrai réseau scopé à toi. C'est Mais vrai. de toute façon, si tu avais un mot de passe sur ton Redis, déjà ça limitait. Bah, c'est-à-dire que les gens pouvaient se connecter en fait au shell Redis chez toi, mais ils n'allaient jamais pouvoir s'authentifier pour récupérer la donnée. Par contre, ils peuvent te DDoS à l'intérieur du LAN. Ça, c'est possible aussi. Ce qui n'est jamais arrivé. J'ai une histoire d'ailleurs de ouf au niveau des sécurités qui arrivait. Vous connaissez la boîte Lemlist? Oui. Alors, Lemlist, il leur a sans arrivé une histoire que j'ai entendue en interne. En gros, ils ont pris un freelance au Brésil. Ouais. Et ce qui s'est passé, c'est que le freelance, je crois qu'il stockait même leurs clés virtuelles dans le fichier .env quand on codait. En tout cas, le mec, il a eu accès à tous ces fichiers-là. Il a tout pris la donnée de Lemlist et il a monté un concurrent de Lemlist au Brésil. Avec même, ils s'en sont aperçus parce qu'il a pris la base de données de tous les clients et il leur a envoyé un email en leur disant qu'il lançait son service concurrent de Lemlist moins cher, etc. Et là, ils ont compris qu'en fait, on leur avait tout volé, quoi. Et du coup, bonne chance de faire un procès au Brésil. Je ne sais pas comment ça s'est terminé. Mais il faut faire très attention aussi à tous vos accès dans le code. Parce que le jour où vous faites venir un mec pas très réglo. Même pour une autre raison, admettons que tu considères que tous les gens sont fiables, quelqu'un s'est volé sa machine. Bah oui, ouais. Et que tu aies un mot de passe, genre de la prod dedans, c'est très embêtant quand même. C'est hyper embêtant quand même. C'est pour ça qu'il va y avoir des layers de sécurité partout. Et je crois que c'est Quentin Adam, je crois, qui est de Clever Cloud, qui parlait de la théorie de la citadelle. Je me souviens plus exactement du terme. Mais en gros, il ne faut pas considérer ton infrastructure comme une citadelle. Parce qu'une citadelle, c'est très dur de rentrer. Mais en fait, parfois, le problème peut venir de l'intérieur. Et une fois que tu es dans la citadelle, il n'y a plus de sécurité, tu vois. Genre, les portes sont ouvertes partout. Et en fait, il ne faut pas considérer ça comme ça. Il faut que les portes soient fermées à l'intérieur de la citadelle, tu vois. Il faut avoir des layers de sécurité à l'intérieur. Il faut ne pas faire confiance aux gens qui sont à l'intérieur, tu vois. Parce que le problème, parfois, ce n'est pas la personne. C'est tout ce qui est autour. C'est le social engineering, l'ingénierie sociale. On va essayer de te, justement... Et nous, on a eu des trucs très évolués comme ça avec Valère. Hein. Par exemple, un jour, j'étais à l'aéroport, prêt à prendre l'avion, un vol de nuit, tu vois, genre très long. Et là, j'ai commencé à m'inquiéter parce que je commençais à recevoir un mot de passe, un email de Cloudflare, comme quoi, en fait, on avait demandé un mot de passe reset, un reset de mot de passe. On a eu le même. C'était un vrai mail de Cloudflare. Quelqu'un, en fait, finalement, avait découvert l'email de notre compte Cloudflare, qui est privé, et demandé un reset de mot de passe. Et après, ce que les gars ont fait, c'est qu'ils ont trigger ça. Et après, ils ont envoyé un email en utilisant le domaine IPFS de Cloudflare, un email forgé à ce niveau-là. Mais notre réveil. Donc en fait, et c'est là que parfois les attaques sont très évoluées, parce qu'en fait, c'était genre un id.cloudflare-ipfs.com, qui était un domaine qui appartenait à Cloudflare. Tu te réveilles le matin, la tête dans le cul, tu regardes ton téléphone et là tu vois un truc, genre un mail, la sécurité de votre compte en Cloudflare, en gros, elle est compromise. Et là, tu te rappelles le mail que tu as eu la veille, Qui était vrai. qui était un vrai mail. Et en fait, c'était juste parfait comme attaque. Genre, c'était très bien pensé. Hein. Séquentiellement, c'était parfait. Ouais. C'est-à-dire que moi, je peux découvrir le mail de ton compte de Companies API sur Cloudflare.
Je demande juste en tant qu'utilisateur public un password reset, tu vas le recevoir, tu vas dire ok, moi j'ai pas demandé. Bah, par contre, tu fais toujours attention à l'URL dans laquelle tu rentres après. Oui, mais l'URL a été particulièrement convaincante parce que c'était un vrai domaine Cloudflare. C'est pas cloudflare.com? Cloudflare-ipfs.com qui appartient à Cloudflare. C'est juste qu'en fait, ils se sont servis d'un sous-domaine généré de ce domaine-là. Et, ouais, et en fait, il me semblait que c'était pour. Parce qu'ils avaient hébergé du contenu HTML. Quand tu cliquais sur le lien d'un email qui était forgé, tu arrivais sur ce domaine Cloudflare IPFS dans ton navigateur qui était vraiment hébergé par Cloudflare. Et en fait, c'était le service de gateway vers le protocole IPFS qui est juste un système de stockage de fichiers décentralisé. Tu vois. Et en fait, le fichier n'était pas sur Cloudflare, mais avec un domaine Cloudflare. Et c'est là où je dis putain, les mecs sont smart, va falloir faire attention. Et qu'est-ce qu'ils gagnent de toute façon après ouais, Bah, une fois qu'ils ont accès à ton compte, c'est dû à de la rançon. Hein. Ouais, ils font de la rançon. C'était l'âge d'or des cryptos aussi à l'époque. Donc le Bitcoin était super haut, tout ça. Il y avait beaucoup de ransomware sur les ordinateurs, par exemple, rien que les hôpitaux, tu vois. Il y a eu tout un tas d'attaques sur les hôpitaux où les ordinateurs des hôpitaux sont arrivés genre en mode chiffré, tu vois. Genre payer une rançon à cette adresse en Bitcoin et on vous débloque tous vos ordinateurs dans un hôpital, tu vois. C'est grave. De toute façon, toutes les grosses boîtes ont été un jour victimes de... D'où peut-être l'importance aussi, après, avec une certaine taille, je sais pas, par exemple, quand tu vois des boîtes comme Livestorm qui commencent à avoir genre 150 employés, peut-être bien de payer des prestataires externes pour s'assurer qu'il n'y ait pas de problème avec un employé, par exemple, qui tombe là dans un piège. Ouais. C'est souvent le facteur. Et eux, ils ont de l'expérience parce que c'est leur métier, donc c'est vrai, ça vaut le coup de faire un audit où tu payes des professionnels, quoi. Plutôt que de se dire, on va apprendre sur le tas et on va du coup pas prévenir et on va guérir. Donc ouais. Je ne sais pas s'il y avait d'autres sujets sur lesquels vous vouliez aborder. Ça fait déjà 1 heure qu'on est en call. Bon, écoute, je pense que c'est vraiment les points bases, hein. les plus simples et efficaces, la sécu. Il ne faut jamais se faire confiance. Je crois que le M1, ne jamais se faire confiance à, tiens, voilà, ne jamais se faire confiance à soi-même en fait. Parce qu'en fait, le principal vecteur, il est humain. Donc il faut toujours se dire. Et puis il y a plein de gens comme ça où tu discutes avec eux, tu leur dis, tu parles de ces failles-là et puis ils disent ah bah moi de toute façon je les connais mes failles. Hein. En gros, moi on m'avait dit une fois comme ça un SaaS dont je tairai le nom. Oh bah nous c'est simple, hein, si tu fais une recherche avec 300 caractères dans notre système, alors là l'Elasticsearch tu vas péter un câble. Hein. Ah oui, ouais, donc même eux ils se disent. Ça arrivera mais forcément, mais genre dans 1 mois, dans 2 mois, mais ça va arriver quoi. Après, on peut peut-être citer tout un tas de notes qu'on avait sur la sécurité, mais sans les expliquer parce que ça va prendre beaucoup de temps. Mais il y a plein de points intéressants qu'on n'a pas cités. Tu vois, typiquement, chez Crisp, on utilise des YubiKey donc, pour stocker nos clés d'accès, genre en TOTP. Une clé physique qui est hors du Mac, tu vois. Et on la branche au Mac quand on en a besoin, tu vois. Il y a aussi genre, tout un tas de sujets où on a eu des problèmes, c'est genre les attaques XSS sur les produits. Genre quand on a une application web typiquement avec du contenu qui est généré par l'utilisateur, bah, il faut faire attention à ce que tu ne puisses pas avoir des injections JavaScript, typiquement qui viennent de la chatbox Crisp vers l'application Crisp qui est utilisée par les entreprises et qui contiendrait des tokens d'authentification, donc des cookies, tu vois. Un truc encore plus con, c'est les targets blancs sur un HTML. Ouais. Tu connais? Non. Enfin, tu vois ce que c'est un target? Personne ne connaît cette attaque. C'est pour revenir dans un nouvel onglet, quoi. Oui, et ben en fait, par défaut, le comportement par défaut d'un target blanc sur n'importe quel navigateur, c'est que l'onglet que tu as ouvert, il a accès à la page précédente. Ah bon? Ah oui, genre tu peux piper du JavaScript là-dedans. Dans l'onglet que tu viens d'ouvrir, il y a un objet qui est défini sur Windows, qui est window.opener si je ne me trompe pas, et qui contient la référence vers le contexte JavaScript du parent. C'est-à-dire que tu auras potentiellement les cookies, le local storage, en fait des tokens d'authentification. Tu peux changer l'URL de la page. C'est même dangereux. Hein. Ouais, carrément dangereux, oui. Il y a des choses dont tu n'as pas accès, mais tu as accès à suffisamment de choses pour faire une attaque potentiellement. Par exemple, The Company API, tu rediriges, tu mets un target blanc vers Crisp. Nous, Crisp, on va détecter que c'était The Company API. Tu vas faire l'opener.location et là, tu fais un faux The Company API. L'utilisateur avec à peu près la même page, l'utilisateur il revient sur la page précédente, l'autre onglet, c'est la même page qu'avant, tu vois. Sauf que, ah tiens, faut te reconnecter. Ah, donc c'est surtout les banques en fait qui sont sujets à ce type d'attaque, quoi. Mais n'importe quoi, alors c'est hyper dangereux. Et en fait, du coup, tu as une propriété à mettre sur tes liens dans ces cas-là, genre les liens opener, du coup, les liens qui vont ouvrir. C'est genre rel, no opener, genre no referrer. Et là tu es prémuni du problème. Et tu peux l'activer au niveau global de la page aussi.
avec des headers HTTP de mémoire. Mais ça, on a C'est- fait c'est- du web depuis longtemps. Genre, quand on a appris Non. ça, genre, oh mon Dieu, C'est très simple comme le loup était dans la bergerie depuis le début. Oui, tout à fait. Bah écoute, je pense qu'on peut terminer sur ça. Ok. Ça fera déjà 1 heure. Et moi j'ai pris des notes quand même, tu vois, Go Access, Cloudflare Tunnel, Cloud Instant Log, tout ce qui est Bitfunder aussi pour les antivirus, NPM Audit régulièrement et les slow logs pour le MySQL quoi. Ça c'est vachement important Et protection par mot de passe de ton Redis, de ton MySQL, machin, des mots de passe partout. C'est chiant, mais si le loup est dans la bergerie, tu es protégé, quoi. Bon, le mot de la fin, Julien, faut dire aux abonnés de s'abonner, acheter tes formations. Non, il n'y aura pas de formation, ça c'est sûr. Enfin, pas tout de suite. Non, même pas, on va à peu près en faire. Ouais. C'est vraiment pour le plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît. Et Mais un pouce bleu. mettre un pouce bleu pour faire, grimper dans les algorithmes. Et je vous souhaite une agréable semaine et à bientôt. À bientôt.